Bonsoir à tous. Ce soir, en direct sur Télécréole, premier numéro d'une nouvelle émission. Chaque mois, nous aurons rendez-vous avec l'émission Cause. Sans prétention, nous abordons à partir de ce soir un sujet sur la vie réunionnaise à travers des micro-trottoirs, des témoignages, des coups de projecteur et des invités. Nous vous proposons notre regard. Ce soir, on regarde dans l'assiette des Réunionnais. Qu'est-ce que les Réunionnais mangent le plus souvent ? Combien de temps les Réunionnais passent devant leur cuisinière, leur plaque ou leur feu de bois? Qu'est-ce qu'il y a encore de Réunionnais en termes de tradition culinaire dans les assiettes? Des éléments de réponse ce soir dans l'émission Cause. Avant d'accueillir notre invité, accueillons celui qui nous accompagne depuis des années déjà. Yvon Rouge, bonsoir. Bonsoir, des années, je ne sais pas, mais bon. Depuis 2011, on va dire. 2011, oui. Alors, qu'est-ce que le rédacteur en chef de Kikanou et du Journal de Lille mange le plus souvent? Alors, je vais vous surprendre, Jesmi. On croit souvent qu'un rédacteur en chef, c'est quelqu'un qui fréquente les gens de la haute société, donc il doit certainement manger dans les grands restaurants. Ah ben pas du tout. Eh ben, figurez-vous. Sauf quand j'ai effectivement un repas professionnel, ça arrive très rarement quand même, parce que je les évite, ce genre de rendez-vous. Je mange la plupart du temps une barquette dans mon bureau à partir de 13h, eh ben parce que le rédacteur en chef du GIA, il est tellement débordé, il bosse en 12 et 14 heures par jour, il a vraiment pas le temps de manger. Donc une barquette qui reste quand même équilibrée, je le dis quand même parce qu'on a un nutritionniste devant nous. Équilibrée parce qu'il y a du riz, il y a des grains, il y a un petit peu de rougail, il y a de la viande, parfois il y a des crudités, il y a du poisson, etc. Ça dépend. Et le soir, parce que j'ai quand même une hygiène alimentaire, je ne mange jamais de riz, jamais de sauce, jamais de graisse, etc. C'est toujours du poisson grillé ou des légumes vapeur. Voilà. D'accord. Philippe de Quittenon, au Roland-Garros, vous ne le voyez pas souvent alors? Non. Juste pour dire que Philippe de Quittenon est président donc, de l'UMIH, de l'Union des métiers d'industrie d'hôtellerie, et que vous êtes aussi donc membre du Césaire, et que vous occupez, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, de l'ADN, donc... Association Diabète Nutrition 974. Ce soir, on parlera plus hôtellerie et également d'économie. Une question, vous, qu'est-ce que vous mangez le plus souvent? Bah écoutez, moi, contrairement à mon ami, là, moi, je me bats pour que les gens prennent le temps justement pour s'asseoir et avoir un repas convivial. Je crois que c'est important parce que ça fait partie, je veux dire, manger sur le pouce. En tout cas, je pense que c'est pas bon pour la santé. Rassurez-vous, on le fait tous, hein. Mais en tout cas, je me bats pour que les gens prennent le temps. Je rappelle quand même qu'il y a quelques années, on prenait 2 heures tranquillement pour manger dans les restaurants. Maintenant, en une demi-heure, il faut que tout soit bâclé. Et je crois que le nutritionniste le dira sûrement, monsieur également tout à l'heure, mais je crois que c'est pas bon pour l'équilibre. Ceci étant, moi, je mange beaucoup de riz. Il goûte beaucoup, surtout. Je goûte pendant qu'il cuisine. J'aime bien le riz. Et depuis petit, je suis élevé à la cuisine et à la nourriture créole, donc je mange pratiquement du riz à chaque repas. Je fais attention parce que malheureusement j'ai du diabète, mais c'est plus, je dirais, un manque d'équilibre dans sa vie parce que comme on est débordé et donc on fait pas attention à ce qu'on fait, à ce qu'on mange. Et je crois que là, ça dépend de l'équilibre. Je mange de tout. Moi, j'aime tout. Je suis gourmand, ça se voit. Je mange de tout. Je suis gourmand. Et là, je fais en tout cas attention maintenant parce que il faut faire attention à sa santé. J'ai du diabète, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je préside une association et j'essaie de donner l'exemple au moins pour moi. Donc, en un an, j'ai perdu 15 kilos. Non pas en faisant des régimes parce que je trouve que c'est pas bon. Les régimes, ce n'est pas sain, ce n'est pas bon puisqu'il y a des carences. De toute manière, vous êtes capable de le dire. Mais par contre, ce que je fais, c'est attention à la quantité et à la qualité. Et ça, je crois qu'on y arrive. On y reviendra. Médor Fenteux, nutritionniste, donc, et très connu à La Réunion. Vous êtes exigeant sur l'alimentation ou... Complètement, parce que je pense que lorsqu'on est appelé à donner des messages, en fait, on se doit d'être exemplaire. Et puis surtout, dans ce domaine-là, si on veut être convaincant, si on veut être persuasif, il faut faire ce qu'on dit. C'est-à-dire que ce n'est pas livresque, ce n'est pas de venir réciter des leçons, c'est d'apporter aux gens des conseils concrets qui se basent sur parfois, et souvent d'ailleurs, l'expérience personnelle, et puis qu'on confronte avec la science. Mais si vous arrivez devant le public et que vous dites des choses que vous ne faites pas très vite, vous allez perdre toute crédibilité puisque les gens vont se rendre compte que vous êtes en train de dire des choses que vous-même, vous n'arrivez pas à appliquer. Donc il faut être exigeant.
faut être exigeant avec soi-même pour arriver à faire passer des messages, parce que simplement, dans ce que vous dites, vous serez à même de donner des choses concrètes. Nous ferons ce soir aussi, nous serons de faire passer quelques messages, et de toute façon, c'est vous qui allez nous les donner, au moins à les comprendre et à les étudier. Abdel, bonsoir. Bonsoir. Alors, sociologue, psychologue. Psychosociologue. Alors, vous êtes plus exigeant, vous êtes plus traditionnel. Je dirais, je suis plus philosophe. La cuisine, c'est l'art de manger, l'art de se nourrir. Et si nous faisons appel à ce que nous savons de nous, il ne faut pas oublier que l'organisme humain, de par nature, est sage. C'est-à-dire, nous dit ce qu'il nous faut. À nous de savoir l'écouter maintenant. Donc si nous savons écouter nos sens, nous savons aussi réguler ce que nous devons mettre dans notre corps. Et quand nous mettons quelque chose dans notre corps, c'est que nous mettons aussi quelque chose dans notre pensée. Donc la pensée de l'homme va avec ce qu'il avale. Le philosophe peut avoir comme référence Épicure aussi. Hein, tout à fait, le plaisir est toujours un arbre. Rester dans l'arbre. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On va voir un petit peu, on a tendu le micro aux gens, on était donc au marché forain de Sainte-Suzanne. On a demandé aux consommateurs, on a demandé aussi aux forains, qu'est-ce qu'ils mangent le plus souvent. Ça va être notre les premières images de cette émission. Regardez et tendez l'oreille, vous verrez que le Réunionnais mange un peu de tout. Riz grec à riz, le rougail, c'est tout. Un kebab peut aller de temps en temps, comme Badavi, là. Et de riz, les pâtes, les pâtes et tout, ça dépend. Ils mélangent. Dans des jours, ils mangent le riz, le grain, le carré, toujours avec les légumes, crus et cuits. Et après, ils changent. Je crois qu'ils mangent les pâtes aussi, toujours avec un légume. Et un fruit. Et toujours un laitage aussi. Moi, j'ai mangé de la salade, des hamburgers, des kebabs, des carrés poulet, des carrés saucisses. C'est le riz. Le riz, le créole, il mange le riz tout le temps. La journée, tout le monde le riz. Le grain, carré. Ça nous vend des gros comme ça. Légumes, moi c'est plus légumes. Le riz, pas carré, plutôt fait sauté, frit. Et souvent, ils mangent patates, ils mangent manioc, ils mangent songe, ils mangent gamba, ils mangent maïs. Et ça, ils vont manger. Ils mangent fouillapin et tout. Ben, des riz, la pâte marma, ils mangent ça. Ils mangent ça fait longtemps. Manioc. Ce que je mange le plus souvent, c'est le riz parce que c'est partie de la culture ici. On mange tous du riz. Mais sinon, je mange des pâtes, je mange des frites, des pizzas, des sandwichs. Ça dépend du temps en fait. Et ça dépend parce qu'on va varier, on va pas tout le temps manger du riz. Au final, après, on se place du riz. Donc voilà, c'est bien de manger du riz, mais moi, je mange pas tout le temps. La question que je vais vous poser à tous les trois, et d'ailleurs à tous les quatre, si Yves veut lui aussi commenter, vous, quand vous voyez ce que disent les personnes qu'on a interrogées, c'est vraiment ce que ça reflète, l'alimentation réunionnaise? Vous pensez vraiment qu'on mange de tout? On mange de tout, mais on a surtout cité le riz. Ça reste quand même la base, le plat de base. Ce qui est vrai. Le plat, pardon, la base, c'est vrai que c'était le riz grain rougail, comme on dit. Et je pense que c'était, je veux dire, c'est quelque chose de relativement, je dis bien relativement, parce qu'on a dévoyé un peu, parce qu'on ne fait plus d'activité physique derrière. Donc, effectivement, c'était équilibré quand on faisait des activités physiques. Ce l'est un peu moins parce qu'on est devenu sédentaire. Ceci étant, est-ce qu'on retrouve ces habitudes-là dans la restauration? Vous êtes patron de restaurant. Est-ce que les gens commandent toujours du riz, du grain? Non, mais c'est-à-dire qu'on en propose. C'est-à-dire qu'en fonction des plats que nous faisons, nous en proposons. Nous, on essaye d'harmoniser. Mais c'est vrai que dans les restaurants, si on propose des caries, moi, si j'ai un client qui vient de temps en temps, qui mange un rougail saucisse avec des frites, mais bon, c'est parce qu'il n'aime pas le riz, mais c'est rare. Mais quand on fait un repas créole, nous, on met toujours riz, grain, rougail, achat, bread, un peu de bread pour essayer de justement. Le problème, moi, ce qui m'inquiète un peu là-dedans, c'est que quand on regarde la variété, à part ce vieux monsieur qui effectivement parlait de manioc, maïs, etc., ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on donne des plats un peu, je veux dire, mondialisés.
et qui sont même pas touristiques, c'est un peu mondialisé. Et puis ce sont en fait des cuisines comme la cuisine italienne avec la pizza qui a envahi le monde. Je veux dire, vous avez des pizzerias dans le monde entier, c'est comme les hamburgers. Et la communication a fait qu'on a envahi sur des choses qui, là pour le coup, c'est pas très équilibré. Dans les années 80, on a beaucoup décrié la nourriture, l'alimentation réunionnaise, le riz, le gras, parce que c'était trop gras. Est-ce que c'était la nourriture réunionnaise qui était trop grasse, ou est-ce qu'on avait arrêté, que vient de dire Philippe Doctenon, on a arrêté de faire des exercices physiques? Non, mais c'est un peu des deux. C'est un peu des deux parce que d'un côté, effectivement, si vous prenez le plat créole de base, tel qu'on vient de le décrire, c'est-à-dire le fameux riz, grain, curry, rougail, d'accord? Si on respecte le grammage, c'est-à-dire les quantités que l'on est appelé à se servir, de riz, voilà, et bien vous arrivez à un plat qui est relativement équilibré sur le plan énergétique. Ça veut dire qu'on prend un homme adulte d'activité physique habituelle qui aura besoin de 2500 kilocalories par jour, en principe, son repas du midi devrait couvrir 30%. Eh bien, si vous prenez le plat créole et que vous mesurez l'apport énergétique avec des quantités adaptées, on est à 30% sur le plan énergétique. C'est une chose. Maintenant, sur le plan micronutritionnel, c'est là que ça blesse, puisqu'effectivement, on va se rendre compte que derrière cet apport énergétique adéquat, il y a quand même un apport en fer, un apport en calcium, un apport en vitamine, notamment la vitamine C, qui est insuffisant. Et le problème, il est là. C'est-à-dire que sur le plan énergétique, on a un repas qui est équilibré, mais sur le plan micronutritionnel, qui n'est pas capable de couvrir les besoins. Et on verra dans un instant qu'effectivement, on a une raison à cela. On a une raison à cela. On regardera tout à l'heure, on voit un peu les valeurs énergétiques entre différents aliments. On verra ce que ça donne. Bilal, la question, c'est que on a vu l'évolution de l'alimentation réunionnaise. Est-ce que c'est lié à une évolution, je dirais, mondiale de la façon de vivre, ou est-ce qu'aujourd'hui, cuisiner, c'est devenu... Parce que ça, c'est un des éléments qu'on a entendu, c'est le manque de temps. Est-ce qu'on ne prend plus le temps, ou est-ce que vraiment on suit le rythme? Il y a beaucoup de vérité dans votre question. Dans le résumé qu'on vient de voir sur ces interviews, les gens ont à peu près tout dit. Vous voyez le monsieur qui a dit manioc, maïs, tout ça. Il ne faut pas oublier qu'on était aussi dans l'adaptation. À savoir que l'histoire de la Réunion, quand on parle de tradition, nous parlons aussi d'histoire d'esclaves. Or, que mangeaient les esclaves au départ? Ils ne mangeaient pas beaucoup. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, c'était le maïs, le manioc, ce que l'on trouvait tout de suite dans la nature. Au fur et à mesure, maintenant que la modernité a cassé, j'allais dire, la tradition, vous avez de la restauration rapide, donc ça veut dire le temps. Est-ce qu'il y a aussi un rejet de notre histoire? Est-ce qu'il y a un rejet de ce passé, de mettre de côté le manioc, patate, et de suivre le mouvement? Parce que quelque part, ça rompt un peu les chaînes aussi du passé. Oui, dans l'inconscient collectif. C'est-à-dire, nous voulons nous modéliser, et comme vous voulez dire, quand nous parlons des autres pays de la mondialisation, le Réunionnais, il voyage, il capte par le net, il capte par la télévision, il voit des émissions de cuisine, etc. Donc, il entend un certain nombre de messages, de clichés, donc lui aussi, il a envie de suivre, il n'a pas envie d'être en retard. Donc, j'ai dit des fois de manière inconsciente, il laisse un peu tomber tout ça, parce que quand on parle ici en psychologie, nous avons des souvenirs de goût. Il y en a qui n'ont pas eu ces souvenirs de goût. Et il y en a, par contre, qui ont eu les souvenirs de goût. Et pas seulement souvenirs de goût, aussi d'images, d'icônes. Le rougail saucisse, le cabrima salé, et on le voit aussi, ça s'adapte tout le monde. Le curry poulet avec tomate ou sans tomate, on le voit, on en fait presque on est en train de sanctuariser quelques plats. Parce que d'abord, ça donne l'identité réunionnaise, et en même temps, ça permet de développer le tourisme. Il y a le fait aussi, c'est qu'on ne transmet plus. C'est-à-dire que c'est un problème d'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux dire, on va vers la facilité par manque de temps, par facilité, on achète des plats cuisinés, on a importé un certain nombre de choses. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne transmet plus. Exactement. Et je veux dire, quand vous transmettez, que vous faites quelque chose au sein de la cellule familiale qui a complètement éclaté, entre nous soit dit, moi j'ai été très très étonné quand j'avais la saladière à l'époque, j'avais une jeune femme qui travaillait, elle n'a jamais pris un repas en famille. Je dis, mais comment vous faites? Chacun, ça va dans la cuisine, il prend un gazonnerie, un peu de curry, il est assis dans un coin, il mange. Et ça, on ne peut pas transmettre comme ça. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de la barquette. C'est-à-dire que nous, en tout cas chez moi, et puis moi j'invite les gens à le faire, c'est qu'il faut s'asseoir autour d'une table,
que le repas, c'est quelque chose où on transmet, on discute, c'est collectif et on essaye d'impliquer les gens. Alors c'est vrai que c'est facile de s'arrêter, j'ai pas le temps, on s'arrête au camion pizza, on prend 4 pizzas, on monte, ou un fast-food, et en fast-food, et on mange même plus avec des couverts, rien. On ouvre la boîte, on mange ça. Moi, je suis étonné, par exemple, je le vis tous les jours, des gens qui mangent assis dans leur bagnole, quoi. Je dis, mais au moins... Ou au bureau, à bureau encore, il y a un bureau, une table, une chaise. Oui. Mais une fois, j'ai tapé à la vitre. À la vitre de bonhomme, je dis, monsieur, sors de l'auto, assise sous le pied de bois là. Au moins assise un coup, sous le pied de bois à l'heure. Ou dans l'auto, fermé avec la musique, Je veux dire, moi je trouve ça dramatique en fait. Et on est en train de rattraper le temps et on se plaint tous que le temps va trop vite, etc. Et on prend pas le moment. Alors est-ce que c'est, puisqu'on parlait un peu de politique, est-ce que c'est dû aux 35 heures? Est-ce que c'est dû au stress du travail, etc. Ou l'absence d'emploi aussi, hein. Pardon? Ou absence d'emploi aussi. Oui, non, peut-être, mais ce cas, c'est que justement, c'est un peu tout ça, c'est un peu paradoxal, quoi. Le retour à la famille, tout à fait, je crois qu'il avait été développé au début, qu'on oubliait. La famille est le lieu de transmission. Or, la cuisine, s'il y a quelque chose qui se transmet, l'alimentaire, la nourriture, c'est de manière orale. On ne va pas écrire à ses enfants. Non, on discute, on cause quand on est en train de manger. C'est un moment de partage, de récit et de mémoire. Et ça, la famille, on oublie. Voilà. Je prends ma génération, quand je revenais de l'école primaire, par exemple, l'après-midi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la maman était toujours là, ou la grand-mère, sauf que maintenant, la maman, la grand-mère travaille aussi, enfin la maman. Donc, la grand-mère était toujours là, ou la maman. Quand on arrivait de l'école, le goûter était prêt. C'était quoi le goûter? C'était du songe, patates douces, manioc, fruits à pain. C'était ça le goûter. C'était pas pain, beurre, jambon, ou tous les trucs bouchons, etc. Donc c'était ça. Et le grand-père ou le papa travaillait, arrivait des champs, et il venait, il mangeait, comme le disait Friedhof Hante tout à l'heure, il mangeait pas mal de riz, de viande, de grains, etc. Sauf qu'il repartait après travailler, s'il venait le midi, et il allait dépenser physiquement. Et quand il allait travailler, il allait à pied, il rentrait pas dans sa voiture climatisée, ou pour aller au bureau, se taper 1 heure d'embouteillage ou une demi-heure d'embouteillage. Donc, ils dépensaient. Et on voyait bien, ces gens d'avant-là, ils mangeaient beaucoup, bien, beaucoup, mais ils dépensaient beaucoup physiquement. Enfin, je reviens à Maxime tout à l'heure. Justement, puisque Yves Moreau, je viens de me tendre la pêche à ce niveau-là, là, au-delà même du temps qu'on ne prend plus, la famille éclatée, aussi les images, la transmission d'images, est-ce que tout ça explique le fait que les générations, et je parle de toutes les générations, mangent, mais ne mangent que pour le plaisir de manger, mais non plus pour se nourrir, pour être en bonne santé. Mais il n'y a même plus de plaisir à manger aujourd'hui. Les gens, il n'y a même plus de plaisir. Enfin, le plaisir, c'est d'abord dans le partage. Il est difficilement acceptable, concevable, qu'on prenne du plaisir en mangeant seul. L'humain n'est pas fait pour être seul. Je veux dire, c'est dans le véritable plaisir à manger, on l'a dans le partage. Parce que simplement, comme le disait très bien notre ami socio-psychologue, c'est dans ce moment-là que des choses se disent, que les émotions se vivent et que finalement, on peut effectivement avoir un plaisir à manger. Et moi, on travaille dans les quartiers avec des familles, on est effectivement, lorsque vous demandez aux gens aujourd'hui, pourquoi mangez-vous? Les trois quarts sont incapables de vous dire pourquoi. Parce qu'il faut. Il faut se remplir le ventre, parce qu'il faut se remplir le ventre. Pour tenir debout. Oui. Voilà. Et à table, on le voit souvent maintenant, ça se passe dans toutes les familles, quand il y en a encore une, la maman mange, le papa mange, et souvent, les enfants, ils quittent la table, ils mangent vite fait, ou sinon ils regardent la télé, ou ils textent en mangeant, et après ils foncent dans la chambre parce qu'ils vont sur leur ordinateur, etc. Il n'y a plus vraiment cette convivialité. Donc on est d'accord sur un point, c'est le temps, c'est aussi les habitudes qui changent, qui évoluent. Alors, en fonction de ce qu'on mange, que ce soit une pizza, que ce soit un kebab, que ce soit un poulet grillé, il y a le coût. Est-ce que le coût aujourd'hui, c'est encore une barrière à l'alimentation réunionnaise? Alors là, vous parlez, il y a un paradoxe réunionnais. Avant de terminer, un petit point juste sur le temps. C'est important, au niveau de la sociologie, de comprendre l'aspect temps devant n'importe quel mécanisme. Le temps, ici à La Réunion, on devrait l'avoir. Si on prend des critères sociaux, on dit qu'à La Réunion, il y a plus de 100 000 chômeurs. On devrait avoir plus de temps à se consacrer, à ce qu'on va manger, à ce qu'on va essayer de trouver, tant économiquement, parce que ça, si vous avez du temps, vous pouvez choisir, donc vous pouvez amenuiser le coût
Donc vous avez le temps de choisir, vous avez le temps de préparer ce qui peut être équilibré, comme l'a dit le nutritionniste, avec les autres, partager. Donc vous avez le temps de le faire. Et grand paradoxe, étant donné que nous avons des moyens modernes de transport, de communication, les voitures, nous devrions gagner du temps. Or, c'est tout le contraire. Les camions-bars se développent partout, plus vite que les stations d'essence. Donc ça pose un problème, ça pose un paradoxe pour moi ici à La Réunion. Alors, on va voir ça, on va faire un petit comparatif avec ce que mange généralement ce qu'on appelle la restauration rapide. J'aurais pas la barquette, mais on va commencer, j'espère que la régie va me suivre. Donc lancement les comparatifs des coûts et des valeurs nutritives, et Frédéric Fanteux va commenter, va nous dire un petit peu quelles sont les valeurs nutritives de chaque élément qui va passer. On va commencer par le kebab, si on peut avoir l'image. Donc voilà, le kebab, c'est entre 5 à 7 euros. Quelle valeur nutritive, Frédéric Fanteux? Écoutez, le kebab, si vous prenez par exemple son apport énergétique, c'est quand même 840 kilocalories. C'est-à-dire ça veut dire qu'un homme, une femme adulte d'activité physique habituelle a besoin de 2000 kilocalories par jour. 2000. Donc vous avez un plat comme celui-là qui est déjà pratiquement 40%. Bon. C'est pour ça de manger un yaourt de nature le soir après. Tout à fait. Donc on peut. Alors, ce qu'on souhaiterait, c'est que cet apport calorique massif soit chargé en vitamines et minéraux. Or, c'est vide. Ah, donc, alors, la conséquence, c'est quoi? C'est que derrière, en fait, c'est un repas qui ne pourra pas contribuer à un métabolisme énergétique normal, à un fonctionnement cognitif normal, ou même, on va dire, à des défenses immunitaires normales. Donc, on a là ce qu'on appelle des calories vides. On va prendre beaucoup d'énergie, mais qui, enfin, ne nous servira quasiment à rien. On peut manger beaucoup et peut faire une anémie après. C'est le cas. On est en plein dedans. C'est pour ça qu'on parle des calories vides, si vous voulez. D'accord. Alors, on va regarder là, pareil pour le panini. On va voir ce que panini qui est aussi très, très prisé. Donc, le panini, aujourd'hui, entre 3 et 6 euros. Alors, paradoxalement, vous savez, le panini va apporter 585 kilocalories, donc beaucoup moins, bien moins que le kebab, en fait. Et avec derrière, quand même, un apport en vitamine C qui est pas négligeable, mais surtout en calcium, puisque dans le panini, vous mettez quand même du gruyère, en fait. Donc là, on a quand même des calories qui sont relativement chargées, puisqu'on a quand même un apport en calcium qui est satisfaisant. Il parle pizza. La pizza, est-ce que ça, c'est nourrissant? Qu'est-ce que ça apporte? On va attendre que l'image apparaît. La pizza. C'est pareil. Vous voyez bien que vous avez du fromage qui est au-dessus. Donc là aussi, on aura un apport en calcium et avec un apport calorique qui est quasiment le même que celui du panini, à savoir 580 kilocalories. Donc il y a quand même des plats industriels qui, on ne peut pas les condamner tous. Bon, je suis d'accord que dans le cas de la pizza comme du panini, on aura quand même un apport en sel important, puisque c'est quand même ça qui donne la saveur et qui fait que les gens en fait, ont tendance à en consommer suffisamment. Mais ce n'est pas tous qui sont hyper caloriques. Hein. On vient là on refera le point là-dessus. On va essayer d'être juste aussi vis-à-vis de tout ce qu'on montre, parce qu'il ne s'agit pas de dire que c'est bon ou c'est pas bon, parce que après, si derrière il n'y a pas d'activité, c'est pas la nourriture. Je crois que ce qui est important, effectivement, il faut pas non plus critiquer, pointer du doigt, oui. Parce qu'une pizza qui est faite par un pizzaiolo chez lui, etc., ça n'a rien à voir avec une pizza industrielle et tout ça dedans. Donc il faut relativiser les choses. Ce qu'on constate à La Réunion, si tu permets, ce qu'on constate à La Réunion, c'est que, effectivement, je vous rejoins, c'est que nous avions des traditions culinaires qui se transmettaient. Or, aujourd'hui, vous prenez un jeune, il ne sait plus faire un curry. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers le pratique en disant, on va manger une pizza sur le fauteuil, en train de regarder la télé. Donc, il y a des informations à redonner aux familles pour qu'ils retrouvent la famille autour du repas. Parce que là, je crois que c'est important. Vous savez, on a tous vécu, je veux dire ça, moi, mes enfants, j'ai eu des enfants, mais la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé la télévision. C'est-à-dire que je l'ai mise dans une pièce à part. Ça veut dire que quand le gamin veut aller regarder la télé, d'abord, il regarde le programme pour s'il y a quelque chose d'intéressant, mais on n'allume pas la télévision pour avoir un brouhaha constant et que voilà. Donc, je ne sais pas contre la télé, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des outils comme ça, qu'il y a des moments... C'est une éducation. C'est une éducation et à un moment donné, il faut regarder la télé et à d'autres moments, il faut manger et on ne peut pas faire deux choses à la fois. Et puis, ce que je voulais rajouter, si vous permettez, c'est quand même, comme le disait très bien M. de Quitonon, c'est redonnons un peu du sens à la vie en précisant aux familles où est l'essentiel. Moi, je suis un acteur de terrain et je peux vous assurer que lorsque je suis appelé à animer des débats autour de la nutrition avec des familles, en fait, je suis effectivement étonné, de la contradiction que vous avez soulevée, à savoir on a en face de nous des gens qui sont inactifs, mais qui vous disent ne pas avoir le temps de cuisiner. Et ça, si vous voulez, il faut à un moment donné
dire les choses, et s'il faut stigmatiser, il faut le faire. Pourquoi? Parce que si on ne dit pas la vérité Stigmatiser, aux gens, mais pas culpabiliser. non. S'il faut en arriver là, pourquoi pas? Non, mais je vais vous dire pourquoi. Conscientiser. Mais vous savez, si on veut amener les gens à changer, il faut leur dire la vérité. Tout à fait. Vous n'allez pas dire la vérité en cautionnant ce qui nous paraît totalement absurde. On ne peut pas dire qu'on ne travaille pas et qu'on n'a pas le temps de faire à 4 heures un goûter sain pour ses enfants. On ne peut pas dire... Non, mais c'est vrai, on peut pas dire qu'on ne travaille pas et qu'on n'a pas le temps le matin de faire à ses enfants un petit déjeuner avant qu'ils aillent à l'école. À un moment donné, il faut dire les choses comme on devrait le faire, en n'ayant pas peur de culpabiliser, parce que c'est l'avenir qui est en jeu. Monsieur de Kitono, on en parlait dans la salle d'attente. Qu'allons-nous faire de nos enfants demain? C'est vrai, on va y revenir. Je vous propose de terminer cette comparaison. On va rester au poulet grillé. Le poulet grillé avec une salade Friedenfelter. On est à 210 kilocalories, donc c'est dès que l'image bien se présenter, voilà. C'est vraiment très peu calorique. Sauf le charbon, c'est pas bon. Il y a le charbon, mais il y a aussi la peau, hein, qui quand même effectivement draine des matières grasses saturées qui peuvent poser un problème après au système cardiovasculaire. Mais ce qui est clair, c'est que, comme on le disait il y a un instant, on ne stigmatise pas, mais on appelle à la variété. C'est-à-dire qu'effectivement, comme l'a très bien dit dans le cadre d'un témoignage, on peut effectivement apprécier ces plats, mais il ne faut pas en être dépendant au point d'en manger tout le temps. On regarde de riz, grain, carré, rougail, c'est la barquette. Enfin, une assiette, une barquette, c'est plus ou moins les valeurs, la même valeur. Alors, le riz, le grain, le carré, rougail, apparemment, on n'a pas l'image. On n'arrive pas à avoir cette image-là. En plus, si, on arrive. J'allais être désolé parce que c'était riz, grain, carré, rougail. Là, on est vraiment dans ce qui, pour moi, aujourd'hui, est totalement obsolète. Pardon? On est là, dans quelque chose qui, pour moi, aujourd'hui, est obsolète et demande à évoluer. Je m'explique. Nous avons le riz, grain, carré. Et là, ce que vous voyez à l'image, en fait, vous voyez donc le riz, bien sûr. Est-ce que vous voyez les grains? Non. Je vois un bon peu piment, comme il dit en créole. Voilà. Ça, faut faire attention, ça va chauffer l'estomac. Et aujourd'hui, c'est là le problème aujourd'hui. Sur la sauce. Alors, on voit effectivement la sauce, mais si on peut remontrer l'image, parce que c'est très... On peut envoyer l'image, merci. Voilà. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, d'accord, au regard de ce que nous traversons en matière de santé publique, il est clair que si nous voulons abaisser l'index glycémique, c'est-à-dire la capacité de ce repas à déstabiliser la glycémie après dans son ingestion, si on veut que cette capacité soit amoindrie, il faudrait que là, il y ait quasiment autant de grains que de riz. Oui. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui doit être dit, doit être redit, pour que effectivement on ait une assiette plus adaptée aux problèmes que nous traversons. La question en fait que je voulais poser, c'est qu'on sait que la cuisine réunionnaise, et ça tout le monde autour de table pourra le confirmer, c'est que quand nos parents avaient une dizaine d'enfants, quand on faisait à manger, surtout le carré, le rougail boucané, le rougail saucisse ou le carré volaille, il y avait dessus une sacrée couche de sauce, on va dire, pour pas dire de graisse. Et ça, on le voit dans cette assiette aussi, et on le voit dans les barquettes. La sauce, c'est quelque chose qui aujourd'hui accompagne le riz. Oui, mais elle pose un problème si la quantité d'huile qui a été utilisée pour la confectionner est énorme. Si c'est de la tomate, ça. Si c'est de la tomate, si on a géré la quantité d'huile, il n'y a aucun problème. En fait, il y a une évolution là-dessus. Il y a une évolution justement par la communication. C'est vrai qu'avant, quand on avait des grosses marmites comme ça, et on prenait l'huile et on faisait, tant qu'il y avait machin, là, on faisait comme ça. Donc, si tu dis aux jeunes... il fallait que ça couvre tout le fond. Si tu dis aux jeunes, tu mets juste une cuillère à soupe pour 4 personnes, c'est largement suffisant et tu verras que ce sera bon, il le fait. Ce cas, c'est une question d'éducation. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on avait la tendance, parce qu'il y avait des familles nombreuses, et à ce moment-là... Mais ce cas, c'est que oui, mais on est épicé aussi. Non, mais ce cas, c'est pas ça. C'est que quand il y avait pour 10 ou 15 personnes dans une marmite, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup d'huile dedans. Oui, mais le problème, c'est qu'on le fait pour 2 ou 3 personnes maintenant. C'est ça le problème. Après, il y a un autre problème, c'est qu'il y avait les grandes familles, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de moyens, on mettait beaucoup plus de sauce et pas beaucoup de viande, et chacun prenait un petit bout de viande avec beaucoup de sauce. Parce que c'est une question de moyens aussi. C'est vrai, en plus. Absolument. Et justement, encore une fois, on voit l'évolution même. Et Philippe de Kitonon, vous qui êtes restaurateur, je veux dire, quand la personne aujourd'hui, et c'est un paradoxe, quand quelqu'un commande un repas, c'est pas beaucoup de sauce. Oui, non mais c'est vrai, mais ça c'est un peu, je dirais, c'est la mode.
C'est une question de mode, parce qu'il n'y a pas un moment où on ne parle pas du physique. Il est vrai que quand on voit des mannequins, la nana, elle se regarde dans la glace, ou même le gars, il se dit t'oses pas aller sur la plage, c'est clair. Mais il faut se rassurer, c'est-à-dire que il faut quand même un peu positiver. À La Réunion, on a une chance inouïe dans le monde, c'est d'avoir cette variété culinaire sur un si petit territoire. Sauf qu'on l'utilise mal. On l'utilise mal. Pourquoi? Parce que bon, il y a différents facteurs. Là, je vous rejoins tout à fait sur le temps, sur les moyens, sur tout ça, on est d'accord. Mais il faut mettre ça en valeur. Moi, je préside une association qui s'appelle ADN, Association Diabète Nutrition, qu'on a créée dernièrement pour une association de diabétiques. Je suis moi-même diabétique. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que ça peut être évité. Et moi, l'association, notre objectif, c'est de faire baisser cette courbe. On est à 80 000 et ça monte comme ça. Pourquoi? Parce que des problèmes, justement, de nutrition, de sédentarité, de beaucoup de choses, etc. Donc nous, notre objectif à 4-5 ans, c'est de faire infléchir cette... Et on y arrivera. Bon, c'est possible, on y arrivera, sauf qu'il faut donner... Le problème, c'est qu'on est en train de vivre... Et on est un peu couillon, excusez-moi le terme, mais on est en train de vivre ce que la métropole a vécu dans les années 80, c'est de faire des gros trucs à consommer, je veux dire, en sachet, et on fait plus attention à la vie de tous les jours. Je veux dire, quand on voit des gamins de 4-5 ans aller en maternelle, à 8 h du matin avec sachet de cips et une petite bouteille de soda très sucré, on se pose quand même des questions. Alors qu'on voit bien que les enseignants essaient de faire leur boulot en disant laissez la commune s'en occupe d'offrir une pomme et un verre de lait à vos enfants, et on voit, il faut donner allez. Oui, donc, non, c'est beaucoup plus important. En fait, même la mère ou le parent a peur que ce que va donner la cantine ne convient pas à son enfant. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il a vu dans la télé que les boucs qui sont en lait, ils boivent coca avec chips. Oui. C'est ça le truc. Mais ce que vous dites appelle justement à une certaine conscientisation des familles, mais avec une détermination. C'est-à-dire que comment aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait sur la malbouffe, un parent peut le matin donner à son enfant un paquet de chips et une bouteille de limonade. Alors, revenons. Est-ce qu'il faut se lever, aller à la boulangerie, acheter une baguette, venir préparer un sandwich, etc. Mais ça prend du temps. Exactement. Voilà. Justement, on le regarde, et tout à l'heure, l'imam Abdel a dit, moi, j'aime bien appeler ça, je dis qu'à La Réunion, on a le syndrome du poulet grillé. Il y a eu un homme, dans les années, fin des années 70, qui a dit, je vais faire du poulet grillé sur le bord de la route. Il a eu cette idée-là. Après, aujourd'hui, vous avez, dans chaque centre-ville, tous les 5 mètres, vous avez quelqu'un qui fait griller du poulet. C'est pareil pour les pizzerias. Et c'est pareil aussi pour les snacks. Aujourd'hui, les snacks s'ouvrent un peu partout. Le problème entre le temps que ne prennent plus les gens pour cuisiner et ça amène ce développement-là, tout le monde le soir, ou le midi ou le soir, va acheter une barquette et rentre à la maison, il y a aussi un effet aujourd'hui. C'est l'effet économique. Parce que d'une façon ou d'une autre, ça crée. Est-ce que ça crée de l'activité déjà? Est-ce que ça crée de l'emploi? C'est autre chose. Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter quelqu'un qui, lui, a ouvert son snack bar. Et il était tout seul à l'époque, là où il est. Maintenant, il doit en avoir 3 ou 4. Parce que ça commence à marcher et que les gens viennent. Donc on va l'écouter. Et quand je vous dis que c'est aussi créateur d'emploi, c'est un ancien chauffeur routier qui est devenu donc gérant de snack bar, donc cuisinier aussi. À la base, chauffeur poids lourd, et que je suis transformé en gérant de snack bar. Et donc, ça permet d'avoir mon activité et d'avoir un emploi. Parce qu'à l'âge que j'ai maintenant, je pense que ça va être difficile de trouver autre chose maintenant. Et aimer le métier aussi. Parce que si on n'aime pas ce métier, je pense que vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous n'aimez pas. Donc à mon avis, ça convient tout à fait ce que je cherche. Alors, vous voyez, ça crée des emplois et on regarde dans les centres-villes, surtout on le voit dans l'Ouest, les snack bars s'ouvrent, les pizzerias s'ouvrent. Et est-ce que aujourd'hui, est-ce que c'est une solution, le manger créole? Est-ce qu'il faut privilégier ceux qui ouvrent des snack bars, les pizzerias, ceux qui ouvrent des salades à emporter? Le problème, il vient... Et là, par contre, je vais m'adresser aussi au vice-président du Césaire, parce que c'est également votre fonction. Est-ce qu'aujourd'hui, l'évolution des habitudes alimentaires des Réunionnais crée des emplois?
Bien sûr, je veux dire, la restauration crée des emplois. Je veux dire, c'est clair. Je veux dire, avec la multiplication. Et c'est vrai que ce monsieur l'a dit clairement, il a créé son emploi. C'est qu'à un moment donné, on a tous des secteurs d'activité comme ça, où les gens, c'est l'idée de l'auto-entrepreneur au départ, c'est-à-dire qu'on va créer son emploi parce que l'économie n'est pas capable d'engendrer des emplois, je dirais, classiques. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a incité les gens à créer leur emploi. C'est très bien. Moi, le snack bar, en tant que restaurateur, là je parle en tant que chef et restaurateur, ça ne me gêne pas, si tant est qu'il y a de la qualité derrière. Le problème qu'on a, c'est que quand on vend un bouchon américain avec des frites, du fromage et des bouchons dedans sur un pain blanc qui est un poison, le pain blanc industriel est un poison, c'est pas fait dans une boulangerie, à ce moment-là, moi je dis non. Mais il y a la liberté tout à chacun de consommer ce qu'il veut. C'est que nous, ce qu'on dit, c'est de dire aux gens, faites attention à ce que vous mangez. Il est mieux de manger un pain complet avec de la salade dedans, un œuf et puis peut-être du jambon, etc., que de manger entre guillemets, des saloperies. Et en fait, c'est l'association. Prendre un apéritif avec des bouchons, 3 ou 4 bouchons avec un apéritif, ou même en entrée, 3 ou 4 bouchons avec 2 ou 3 feuilles de salade, je veux dire, c'est pas... Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas s'interdire. Ce qu'il faut faire, c'est de faire attention à ce qu'on fait et de prendre conscience que ce qu'on mange est bon pour sa santé. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'on met quelque chose dans notre corps, il faut qu'on s'en sente bien. Et c'est vrai que quand on fait des excès, on n'est pas content, on est de mauvaise humeur quand on fait des excès. On dit, tiens, j'ai abusé, je vais pas être bien, Donc c'est ça qu'il faut voir. Mais créer un emploi, c'est clair qu'à un moment donné, ce cas, c'est qu'il faut qu'il y ait derrière de la qualité, il ne faut pas que le client soit trompé et qu'on ait tous les mêmes règles pour travailler. Moi, le reste, ça ne me dérange pas. Franchement, je vous dis, ça ne me dérange pas, au contraire. Ça va même très bien, si vous permettez, ce que dit M. Philippe Coutinho, ça va beaucoup plus loin que ça, parce que je crois qu'on devrait aussi, on crée son activité, certes, mais on devrait être aussi citoyen. Parce que c'est vrai que lorsque j'ai un snack, je devrais, à mon sens, m'assurer que ce que je propose à ma clientèle est de nature à ne pas lui faire du tort. Et là, on est dans une dynamique citoyenne qui, en fait, est nécessaire pour qu'il y ait le bien-être. N'oublions pas que le gérant de snack ou de pizzeria ou de quelconque métier de bouche, c'est aussi un commerçant qui doit gagner de l'argent. Oui, mais les deux ne sont pas incompatibles. C'est pas une raison, entre guillemets, pour essayer de tuer l'autre. Dans la société, comme dit monsieur citoyen, il faut évoquer, et là je pense tant aux restaurateurs qu'à nous autres, créateurs d'emplois, on a plus de nutritionnistes à l'heure actuelle, on a plus de gens qui s'intéressent à leur corps, donc on a plus de salles de body, etc. pour dépenser tout ce que vous voulez. Après on va au restaurant, on reprend et on revient, on redépense. Mais il y a aussi l'évolution des techniques. C'est-à-dire l'évolution des techniques dans la restauration a permis aux gens de se déplacer pour manger sans aller obligatoirement dans un restaurant. Par exemple, quand on parle du snack bar, on peut conserver maintenant certains produits et les transformer, c'est l'intelligence de l'homme quand même, de transformer un peu cette nature en un produit qu'on va vendre à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse travailler, mais non pas pour qu'il puisse mourir. C'est-à-dire la qualité de l'alimentation doit être au niveau de la technique utilisée pour permettre à l'autre de bien vivre. Et ça, on oublie des fois. Je vais vous proposer d'écouter le président du Césaire. J'ai posé la question à Jean-Raymond Mondon, qui est donc le président du Conseil économique, social et environnemental de La Réunion. Là-dessus également, sur la question économique et aussi sur l'évolution. Nous écoutons donc Jean-Raymond Mondon, président du Césaire. La restauration, plus que la cuisine, la restauration est source de création d'emplois à La Réunion. Il n'a qu'à regarder les statistiques et les chiffres d'affaires. Aujourd'hui, la restauration, les services à personnes de ce genre, c'est aux alentours de 100 millions. Ce n'est pas rien dans notre économie. C'est aussi près de 1000 emplois. Donc ce sont des choses qui fonctionnent. Ce que l'on peut avoir comme interrogation, c'est de savoir quel est le lien entre cette restauration rapide et l'évolution de la société réunionnaise. Je crois qu'il ne faut pas simplement regarder les évolutions des habitudes alimentaires des Réunionnais. Démographiquement, si on regarde la Réunion, dans les 10-15 ans qui viennent, on aura 150 000 habitants de plus. Il faudra bien les nourrir. Si nous développons notre pays et notre région comme nous le souhaitons, avec des emplois durables, cela signifiera aussi ce que l'on appelle des entreprises de services, et l'alimentation rapide est une entreprise de service qui va se développer avec des emplois et un chiffre d'affaires. La seule chose que je souhaiterais, c'est que nous n'abandonnions pas
la culture de notre cuisine qui fait partie de notre richesse locale. Alors la question maintenant à vous quatre, puisque on va débattre là-dessus. Est-ce que, en tout cas, le constat, c'est un élément de l'activité économique et créateur d'emplois, l'alimentation réunionnaise. Alors, là, il y a eu l'évolution, il y a ce qu'il appelle la mondialisation. Alors la question, c'est comment s'adapter, comment aussi protéger les traditions culinaires de la Réunion dans ce contexte-là. Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Moi, la question fondamentale dans ce qui a été dit et de ce qu'on vit aujourd'hui sur une évolution, je rappelle quand même que, je le disais en début d'émission, avant on prenait 2 heures pour manger le midi, maintenant on prend une demi-heure. C'est une évolution. Et cette évolution, il n'y a pas de raison qu'un secteur économique ne se l'approprie pas. Parce que si on l'a fait, c'est qu'il y avait une demande en face de nous. D'accord? Il y a un moment donné, moi j'ai même vécu des gens qui téléphonaient dans la voiture et qui voulaient que son plat soit devant sa chaise avant qu'il arrive. Mais à un moment donné, on choisit. C'est-à-dire qu'est-ce que je l'accepte ou je ne l'accepte pas? Et le problème, c'est qu'on est sorti dans une évolution qui a tendance. Maintenant, on voit qu'il y a des produits qu'ils appellent les box. On met des pâtes dans les box et le mec, en marchant, il mange. C'est-à-dire que, en marchant... Les box, c'est les boîtes. Non, oui, des box, mais pour les pâtes, des trucs comme ça, mais il n'y a pas que les pâtes maintenant, il y a de tout. Donc on mange, on va là-bas, on mange, on retourne, on pose ça sur le coin de son bureau, on continue à travailler. Ça a amené du bien dans certaines familles, parce qu'en fait, avec la flexibilité des horaires, puisque maintenant on peut rentrer soit de 7h à 9h, et puis on peut partir tôt si on commence le matin, et on prend qu'une demi-heure pour manger. Mais est-ce que c'est un bien pour l'ensemble? Moi, j'en suis pas persuadé, parce que de toute manière, à la fin de sa vie, nous la même chose au bout de la main. D'accord? Et est-ce qu'on a bien vécu? Et est-ce qu'on a bien vécu? Est-ce qu'on a bien vécu vis-à-vis de ses enfants, etc.? Parce que tout est éclaté. Et puis, voilà, je me pose des questions. Moi, j'essaie de continuer dans mon restaurant parce que les gens mangent bien. Philippe de Quitonon, on a l'impression qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on a dit, c'est que manger aujourd'hui, c'est plus un... C'est presque un job. C'est plus une tâche, c'est plus une obligation. C'est un réflexe. C'est plus un plaisir en tout cas. Non, absolument pas, comme je le disais. Et puis quand on décrit des situations comme celle que vient de décrire Philippe de Cotonou, ça prouve encore une fois qu'on est dans une activité mécanique. Hein. On mange en lisant, on mange en travaillant. Donc, comment voulez-vous avoir le plaisir dans ce contexte-là? Mais pour répondre à votre question sur comment s'adapter, moi j'ai un seul souhait aujourd'hui que je formule auprès de tous ceux qui sont en situation de faire de l'offre alimentaire, c'est de s'adapter au mode de vie qui aujourd'hui est fatalement très sédentaire en fait, en ayant des quantités qui soient moindres. Quand vous voyez quelqu'un qui aujourd'hui passe 8 heures de sa vie assis et qui a des quantités qui sont celles d'un guerrier, de quelqu'un qui va combattre, d'un sportif, mais vous vous dites, mais comment est-ce que ce monsieur ou cette femme se pose la question des capacités de son corps à transformer toute cette énergie qu'on lui apporte. Donc, juste une parenthèse. Je veux juste une parenthèse. On sait tous qu'aujourd'hui, la nourriture, c'est aussi manger, c'est parfois se compenser. Ou réagir. Une réaction, je dirais. Vous savez, quand vous prenez les familles traditionnelles de la Réunion, si vous prenez dans les années 65, 70, il n'y avait pas abondance. Il y avait juste ce qu'il fallait. Tout à l'heure, on a parlé d'une évolution, mais on passait de la graisse à l'huile, et maintenant à l'huile encore meilleure. Je suis tout à fait d'accord sur le mot abondance. Parce qu'avant, que ce soit sur le mûrier, que ce soit sur le pied de goyave, que ce soit sur... Oui, mais attendez, ça, c'est pas se nourrir, ça. Oui, ça, c'est mais manger. Je parle de manger aux heures que monsieur disait, c'était aussi le des travail, de repartir. C'est aussi dans la tradition. Oui, mais c'est pas une tradition de manger du mûrier. On mange des pommes, on mange des poires. Ça, c'est un plaisir de la vie, ça. C'est un plaisir. Vous allez passer à côté d'un pied de mangue, vous prenez une mangue. C'est pas ça, se nourrir. Oui, mais c'est aussi une évolution. Non, l'évolution que moi je conçois, c'est qu'on était dans une société, pour avoir bien étudié ça à un moment donné, où il y avait beaucoup de manque. Vous arrivez chez vous, il manquait à manger. Il n'y en avait pas en trop. Dans les années 65, il n'y en avait pas en trop. Aujourd'hui, si vous arrivez, où vous voulez y à manger. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive à un endroit qui dit « je ne trouve pas à manger ». Il y a le restaurant, il y a les grandes surfaces, il y a le bar, il y a la petite boutique, tout est mélangé maintenant. C'est devenu une activité occupationnelle. Voilà. Vous en avez qui mangent pour s'occuper, comme dit monsieur. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans l'abondance. Il y a à manger aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a à manger. Mais on constate que des associations sont en train de se battre
pour nourrir d'autres. C'est quand même un deuxième paradoxe que je soulève. Comment se fait-il, si je prends une communauté qui est pas trop loin de nous, il y a une grosse association qui travaille pour nourrir des gens qui sont au-dessous du seuil de pauvreté, qui n'ont pas à manger, tandis que vous voyez d'autres personnes voyager, aller manger des petits fours à Paris. Non, il y a un paradoxe. Il faut combattre ce paradoxe par la différence. Nous devons montrer à La Réunion, dans chaque famille, qu'on est différent. Si on est avec les métropolitains, on mange métropolitain, on trouve c'est bon, c'est différent, mais c'est bon. On est avec des Réunionnais, on mange le curry, le rougail, c'est bon, mais c'est différent. On est avec l'arabe, le musulman, on mange le couscous, c'est bon, mais c'est différent. Mais nous gardons nos différences. Oui, et nous les acceptons et nous travaillons avec les autres sur ce qu'ils nous apportent pour mieux équilibrer, pour changer, pour varier. Nous restons de multiculturalisme. Oui, je reviens là-dessus et je vais vous retourner la question. C'est que, regardez, l'évolution des habitudes alimentaires des Réunionnais. Et c'est pas vrai, chaque génération a s'y adapté en fonction. Aujourd'hui, pourquoi les barquettes, le riz, grain, curry, rougail, ça marche? Parce que ceux qui sont arrivés au-delà de la trentaine, qui travaillent, qui peuvent s'arrêter sur une route, vont aller acheter. Roland Maramakissin était à l'époque maire de Trois-Bassins. Et lorsque j'ai posé la question, qu'est-ce que vous voulez manger, il m'a dit, moi, ce que j'aime bien, c'est acheter une barquette, aller m'asseoir sous un arbre et prendre le temps de manger. Alors que certains ne voient pas manger comme un plaisir. C'est ça, encore une fois... Seul, il mange seul. Parce qu'il vaut mieux qu'il ne mange pas, mais il soit plusieurs, plutôt qu'il mange tout seul. Parce que vous savez qu'on se nourrit aussi des autres, affectivement, pas seulement avec les autres. Est-ce que nous ne commettons pas le péché de la gourmandise de vouloir manger tout ce qu'il y a? Parce que, entre vouloir manger, tout le monde a envie de manger son rougail saucisse et son curry poulet, mais en même temps, ils ont envie de manger la pizza, le kebab, le panini. Est-ce que c'est pas non plus... C'est pas interdit. C'est pas que c'est interdit. De vouloir trop manger, c'est peut-être aussi un problème. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes, à un moment donné, il y a des études qui sont sorties en disant que voilà, le problème de la Réunion, c'est que on a ajouté à la tradition tout ce qui venait de l'Occident, notamment, comme vous dites, la pizza est venue se mettre au-dessus du riz grain curry, et c'est pour ça qu'on est pas. Et ça, je m'oppose totalement à ça, parce que comme disait monsieur, nous sommes dans un monde multiculturel aujourd'hui. On ne peut pas se fermer totalement aux autres en disant voilà. Non, ça c'est une hypothèse, moi, que je ne peux pas, on va dire, supporter, parce que d'abord c'est pas vrai, et puis surtout, on n'a rien pour s'opposer à cela. Le monde, il est ouvert, vous n'allez pas interdire les Réunionnais d'apprécier aussi ce qui... On le voit, américain bouchon, gratiné, on le voit pizza bouchon, pizza saucisse ou saucisse créole. C'est comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'interdit, sauf qu'il faut être raisonnable. Et il faut expliquer aux gens, il faut être raisonnable. Alors le curseur, où faut-il mettre le curseur? Le curseur, c'est-à-dire qu'il faut, de toute manière, chacun garde son identité, entre guillemets, son identité ou son origine. D'accord, culturelle. Moi, ça m'empêche pas, je suis réunionnais, ça m'empêche pas d'avoir appris à faire la cuisine française, d'avoir eu un bon restaurant français, j'en ai encore un bon d'ailleurs. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Dit-il en passant. Dit-il en passant. Ce qu'il y a, c'est que je veux dire, c'est que je m'adapte avec les produits, mais ce qu'il y a, c'est que nous, économiquement, on est obligé de faire attention à tout ce panel de gens qui se présentent à nous. Ça, c'est un premier point. Mais moi, personnellement, ça me fait plaisir de temps en temps d'aller manger une bonne pizza, d'aller manger... Bon, il y a des choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, un bouchon gratiné, ça me dit rien parce que, bon, j'en ai pris conscience. C'est tout. C'est pas une question de goût, là. C'est une question de conscience. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il en faut pour tout le monde. Mais ce que je dis, moi, c'est que cette famille éclatée accentue les abus. C'est-à-dire que si on mettait une pizza et qu'on prenait la peine de manger à 4 ou à 5 en discutant, etc., elle passera beaucoup mieux que si on est dans le coin de son canapé, seul, en train de manger devant un match. Ceci étant, la question pour moi, elle est là. Une question de temps, une question de cellule familiale, qui, à un moment donné, on a un équilibre parce que chacun... Vous l'avez dit tout à l'heure, on se nourrit des autres, et on est capable de dire à nos enfants, mais attends, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ou les enfants sont capables de dire, les papas, fais gaffe un peu quand même. Hein. Il y a une question qu'on n'a pas évoquée, c'est une question de mode aussi dans l'alimentation, je pense aux jeunes, avec l'effet de la télévision, de la publicité, etc. Vous vous mettez à la place d'un jeune ou d'un groupe de jeunes, de lycéens, d'étudiants, etc. Est-ce que ça fait fun d'aller manger un cabrima salé, là, comme ça, entre eux, ou sinon ça fait plus fun de prendre un fast-food, une pizza, etc. Il y a ça aussi. Il y a un côté où l'alimentation réunionnaise, on a l'impression, pour une catégorie de jeunes, voire des jeunes, ça devient presque ringard, alors que manger
pizza, manger fast-food, manger hamburger, manger frites, manger des potatoes, manger des muffins, ou j'en sais rien. Et ça fait plus cool, quoi. Ça fait plus... Même dans l'attitude. Exactement. Avant, jamais un gamin rentrait dans un établissement avec sa casquette ou son chapeau tiré. Exactement. Maintenant, il rentre là, il est assise là, il mange avec. Ça ne le dérange pas. Donc, ce que vous dites appelle quand même deux commentaires importants. Le premier, c'est, c'est bien qu'on ait monsieur le docteur avec nous ce soir, il pourrait peut-être répondre à ma question, c'est peut-être qu'on n'a pas su justement adapter la transformation de nos produits finalement au goût des jeunes d'aujourd'hui et à leurs attentes. Parce que c'est vrai que quand on prend une patate douce ou un cambar, on peut en faire une présentation qui soit attractive pour le jeune. Peut-être que ça, on n'a pas pu le faire, premier élément de réponse. Et deuxième élément de réponse, peut-être aussi que nous-mêmes, nous en parlons avec beaucoup de négatifs, si je puis dire. Parce que lorsqu'effectivement on associe ces produits à la misère, à la pauvreté, autant longtemps, il est clair que le jeune vous dit ah bon, c'était pour tant longtemps, moi je suis pas du temps longtemps, donc finalement ça ne me concerne pas. Donc c'est pourquoi qui ne connaissent plus le manioc, patate douce, c'est pour ça qu'il faudrait que nous fassions aussi etc. attention à notre langage, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de ces produits, évitons de les mettre dans une espèce d'armoire et dire c'est des produits longtemps. Et du coup, pour le jeune, comme c'est longtemps, moi je suis d'aujourd'hui, ça ne me concerne pas. On arrive à la fin. Juste pour répondre à la question. Je vais vous donner 1 minute chacun pour conclure sur ce que vous pensez, ce qu'il faudrait faire à la rigueur pour préserver cette identité culinaire de l'île de la Réunion. Alors, qui veut commencer? Oui, moi, ce que je regrette, c'est l'uniformisation du goût. Donc c'est vrai que quand on parle manioc, tout ça, ça n'intéresse pas les jeunes parce que de toute manière, que vous prenez un hamburger ou des trucs comme ça, c'est une uniformisation du goût qui me gêne énormément. Ce qui fait qu'à un moment donné, on suit des modes et on va là-bas parce que de toute manière, c'est la même chose et c'est le même goût. Je veux dire, on a eu la même chose dans l'hôtellerie quand on prenait une chambre à Cahors ou à Sarajevo, on avait la même chambre dans la même chaîne, etc. Je crois qu'à un moment donné, c'est ça. Et nous, on a cette chance ici à La Réunion de pouvoir se battre contre ça et d'offrir des choses aux gens. C'est vrai qu'on a peut-être, mais sauf qu'il y a, c'est que nous, dans les restaurants traditionnels, où on faisait la cuisine chez nous, on nous a bassiné justement à travers les volets économiques en nous disant, mais vous, les restaurants traditionnels, vous allez mourir parce que vous ne vous adaptez pas au changement de la société où il faut une demi-heure pour manger, et les fast-foods se sont adaptés à ça. C'est-à-dire que vous allez, vous mangez dans la rue, etc., et les gens sont satisfaits. Et on a entretenu, je suis d'accord avec vous, on a entretenu tout ça. Et nous, on reste un peu comme les Gaulois en disant... Les irréductibles. Ouais, les irréductibles. Donc, on va rester irréductibles. Qu'est-ce qui... Préserver... Pour moi, si l'éducation, c'est la sensibilisation, c'est aller au plus près des gens, leur dire comment en fait on devrait pouvoir arriver à éviter tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, les autorités d'ailleurs l'ont compris, puisque effectivement on a des... voilà, il y a pas mal de campagnes qui sont menées. À mon avis, il faut les amplifier, parce que je peux vous dire que dans les quartiers, aujourd'hui, le Réunionnais a compris et il est en attente. Préserver l'identité. Préserver l'identité, c'est préserver soi-même, son histoire. Les traditions, c'est un aspect nostalgique. Donc c'est vrai, il faut en parler avec un aspect dynamique. Ce n'est pas parce qu'on mangeait de la patate qu'un gâteau de patate aujourd'hui est mauvais et qu'un jeune ne le mangerait pas. Mais si un jeune est au lycée, en classe de seconde, de première, avant on mangeait collectivement à la cantine, tout le monde ensemble, le même repas. Aujourd'hui, les jeunes ont d'autres manières, d'autres comportements. Ils partent en petits groupes, le petit snack à côté, la petite consommation du sandwich à côté. Donc il n'y a plus cet aspect communautaire, collectif, qui nous aidait à être solidaires. Et on note à La Réunion, on croit qu'on est solidaire, on ne l'est plus parce qu'on a aussi une culture de la non-solidarité qui commence très jeune. Donc moi je dis, il faut de la différence, il faut du multiculturel, il faut s'enrichir, il faut montrer nos différences, mais aussi préserver positivement ce que la tradition nous a donné. Yvon Rouge, rédacteur en chef du Journal de l'Île et de Kikanou. Le rôle de la presse, pour parler de pédagogie, on parle de... C'est un rôle très important de sensibilisation. Et d'ailleurs, on donne régulièrement la parole aux nutritionnistes, on fait des enquêtes et justement pour dire aux gens ce qu'il faut manger, ce qu'il faut peut-être éviter, etc. Mais je crois que il y a quand même un mot qui revient, c'est qu'il faut manger de tout, mais il faut manger
pas en excès et éviter après effectivement certaines matières, notamment les matières grasses, etc. Mais moi je voudrais revenir très vite sur, pour essayer de mélanger un peu l'ancien et le nouveau, on pourrait peut-être manger du manioc avec un petit peu de ketchup. Ou... oui, pourquoi pas. On va... D'accord. Oui, tout à fait. On va manger de tout, mais pas avec n'importe qui. Voilà. Très bien. On va terminer sur cette proposition d'Imon Rouge, du manioc au ketchup. On verra si la mode se développe, si les restaurateurs se saisissent de cette proposition. En tout cas, la première de cause touche à sa fin. Merci à nos trois invités. Je rappelle donc qu'on avait donc Fridor Fonteux, nutritionniste, Philippe de Quitonon pour la restauration et aussi président de l'UMIH, l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, également du Césaire. Dubin Vidal, donc psychosociologue, qui nous a apporté sa vision. Yvon Rouge, donc rédacteur en chef du Journal de Lille et de Licano. Merci à chacun, merci à vous tous. Merci. On aura sans doute l'occasion de revenir sur ce sujet. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Fabrice Ivanoé et à l'équipe Digital Studio pour la réalisation. Merci à Elodie pour le montage et les vidéos qu'on a fait. Merci à Yvon Rouge de nouveau. Merci à vous, téléspectateurs, de votre fidélité à Télé Créole. Continuez bien votre soirée sur notre chaîne. Bonsoir chez vous. Attention, c'est à vous de jouer et de faire sauter le coffre-fort avec Télécréole. Envoyez par SMS coffre au 7900, découvrez la combinaison magique et à vous les 500, 100 ou encore 50 €. Oui, 500, 100 ou 50 €. Coffre au 7900 et empochez la mise cash. Coffre au 7900. Un jeu Télécréole. Du 23 octobre au 2 novembre, l'île Rodrigue est au Florilège 2014 au Tampon. Vous souhaitez découvrir les différentes facettes de notre belle île authentique? Rendez-vous au Florilège à Tampon. Venez nous rendre visite. Nos officiels, nos artistes et nos promoteurs vous accueilleront chaleureusement. Vous voulez gagner le nouvel album de Comzot, Lévication? Envoyez CD au 7654. Envoyez CD au 7654 et vous pourrez peut-être gagner le nouvel album de Comzot, Lévication. Avant, j'étais seule, mais pas désespérée. Maintenant, mon avenir, mon couple, j'y vois clair. Comme moi, envoyez Célib au 7700. Des astrologues répondent. Célib au 7700. Célib au 7700. De Timo pour la journée vous est présenté par Parabole Réunion. Pour la journée vous a été présenté par Parabole Réunion. Nous sommes le jeudi 30 octobre. Merci de me retrouver sur Télécréole et sur Créole FM ainsi qu'en direct sur Internet. Voici les principales informations à La Réunion et dans la zone océan Indien. À la une aujourd'hui, nous parlons tout d'abord du premier salon Made in Femmes pour les chefs d'entreprise de l'océan Indien, un salon qui se déroulera du 7 au 9 novembre prochain. Première édition à laquelle la région est associée, ainsi que le précise Stéphanie Branché. On l'écoute au micro de Jacques Marin. Une grande écoute de la part du président Didier Robert quand il nous a rencontrés l'année dernière et que nous avons signé avec lui, l'association a signé avec lui le partenariat région et l'association EFTI-COI. Aujourd'hui, ils se sont impliqués financièrement, mais ils se sont impliqués aussi humainement à nous accompagner pour faire de ce salon le premier et une belle réussite.
et le premier long d'une grande série, je l'espère. La région Réunion accompagne les femmes entrepreneurs et se positionne aujourd'hui à leur côté grâce à la fonction qu'ils ont mis en place, donc la fonction de chargée de mission que je suis aujourd'hui, que je représente. Vous aurez en partenariat donc avec la COI, Commission Océan Indien Réunion, qui elle va financer tous les pays en voie de développement, Rodrigue, Maurice, Madagascar, les Seychelles, les Comores. Donc toutes ces femmes, toutes ces délégations seront le 7, 8, 9 novembre au Parc Oméga ici, prêtes à échanger, à partager, à vendre leurs produits et à mettre en lumière leur savoir-faire. Le Parc Oméga recevra ses professionnels au féminin pour promotionner leur travail et leur engagement au sein des îles voisines. Une fierté pour Patricia Locam, adjointe à la mairie de Saint-Paul. Alors nous, on sait qu'on a des femmes exceptionnelles et talentueuses, déjà sur notre territoire, mais aussi dans toute la Réunion. Donc c'est vrai qu'on est très fiers de participer à un événement qui vise à mettre ces femmes en avant et à les faire connaître de tout le monde, à les faire découvrir. Pour moi, je le ressens comme une opportunité pour les femmes de créer des liens relationnels, mais surtout économiques, entre elles, et de solidifier le réseau qu'elles ont peut-être déjà ou de créer donc un réseau qu'elles n'ont peut-être pas. Déjà on a été un soutien moral et ensuite on a participé financièrement à la mise en place de ce salon. Économie à présent, hier, mercredi 29 octobre, se tenait la commission permanente du Conseil général. De nombreux dossiers relatifs à l'éducation, l'emploi ou encore l'environnement ont donc été traités, à l'instar de l'enveloppe de 1 758 000 € destinée à l'insertion professionnelle. En effet, 500 CAE-CUI seront ainsi financés par le Conseil général pour permettre à l'Office national des forêts de gérer les 95 000 hectares de forêt départementales. Pour le logement, une enveloppe de près de 1 500 000 € servira à la réalisation d'une opération de la SIDR comprenant 178 logements sociaux et ceux dans les communes du Nord et de l'Est. Économie toujours et nous parlons à présent du dispositif NACRE mis en place en 2009 et visant à financer et accompagner les créateurs et créatrices d'entreprises sur 3 années. C'est en effet le 5e anniversaire et un 3e protocole NACRE signé entre les établissements bancaires de la Réunion, l'État et la Caisse des dépôts. Un partenariat qui facilite ainsi l'accès aux prêts bancaires à taux zéro. Cette action, selon le préfet de la Réunion, Dominique Sorin, vise à favoriser les chances de pérennisation des entreprises locales. Dans un volet société, nous parlons à nouveau de ces navires indiens en étape au port-est. Cette escale de 4 jours, qui est inscrite dans le cadre de la coopération régionale, représente le lien entre la France et l'Inde. Nous écoutons le préfet de la Réunion, Dominique Sorin, au micro de Jacques Marin. C'est un signe de l'amitié aussi entre la France et l'Inde. Nous avons aujourd'hui une escale majeure parce qu'il y a 3 grands bâtiments de la marine indienne qui sont présents pour 4 jours à la Réunion. C'est un signe du développement des liens entre la France et l'Inde. C'est un signe d'intérêt commun aussi dans la zone de l'océan Indien où nos marines contribuent aussi à la lutte contre la piraterie, à la lutte contre les trafics illégaux, aux luttes contre la pollution. La marine indienne est une marine de haute mer qui est donc présente, qui assure sa présence dans toute cette partie du monde. Et c'est important de pouvoir développer cette coopération maritime. Mais il y a déjà des échanges d'officiers, il y a des exercices communs qui se font. Dans 2 jours, il y aura un exercice commun avec l'une des frégates présentes ici, la Floréal, qui est présente à La Réunion. Il y a également une lutte commune dans l'océan Indien, je le disais à l'instant, contre la piraterie. Je vous le disais hier, en effet, 950 officiers indiens sont à La Réunion, l'occasion de rencontrer la culture réunionnaise et de favoriser les échanges. En cette période de Dipavali, l'arrivée des équipages indiens revêt ainsi un caractère particulier pour le consul de l'Inde à La Réunion, Georges Rajou. Image et interview rapportée par Jacques Marin. Oui, vraiment, je suis très fier parce qu'on a environ 950 citoyens indiens qui sont arrivés avec les 3 marines indiens. Bon, ils sont en circulation partout dans l'île de la Réunion. C'est une visite pour renforcer les relations entre les peuples indiens et les peuples français. C'est vrai qu'ils ont visité beaucoup d'autres pays dans l'océan Indien. Regardez, peut-être il y a beaucoup de collaboration dans le secteur éducation, dans le secteur culturel. Il y a beaucoup à apprendre de la France. La culture et aussi les sens civiques, il y a l'hospitalité.
Société toujours, lancé à La Réunion ce jeudi, le programme Horizon 2020 pour la recherche et l'innovation a été impulsé par la Commission européenne. 80 milliards d'euros vont être investis pour le financement de ce programme qui trouve écho dans notre île cette semaine. En effet, un séminaire appelé Cellule Europe se tient ce jeudi et des ateliers sont programmés vendredi. 2 journées réunissant les chercheurs qui échangeront autour de plusieurs thématiques et l'accent sera mis sur les projets innovants inscrits dans le cadre de la transition énergétique. Selon Philippe Jean-Pierre, cette semaine est l'occasion de dire « La Réunion construit son destin ». Social à présent, en marge du festival créole aux Seychelles, la maire de la Possession, Vanessa Miranville, a pu signer une convention cadre de coopération décentralisée avec Jacqueline Moustache-Bell, élue de Victoria, capitale de l'archipel des Seychelles, et ce en présence du ministre du Tourisme et de la Culture, Alain Saint-Ange. Dans ce volet social, nous parlons des petits bilingues diplômés de Cambridge. Ils sont en effet 5 petits élèves de 7 à 12 ans d'un centre de formation en anglais à La Réunion à avoir reçu un prestigieux diplôme récompensant leurs apprentissages. Le diplôme de l'université de Cambridge, mondialement reconnu, valide en effet 3 niveaux de connaissances, compréhension et expression écrite ou orale. Pour Pascal Torfs, cette remise de diplôme reconnaît ainsi les aptitudes de ses élèves et leur envie d'apprendre. Social toujours et jeunesse là aussi, avec l'ouverture du 13e camping jeune de La Réunion qui s'installe à Sillaos. Pour Jackie Prianon, responsable du pôle jeunesse de la DJSCS, l'objectif premier de ce réseau de camping est de permettre à tous les enfants de partir en vacances. Sur la commune de Sillaos, pour Frédéric Figuin, l'adjoint à la culture, ce nouveau camping créera un dynamisme économique pour le village. 4000 adolescents font du camping, d'où la nécessité d'ouvrir prochainement encore 2 autres sites. Ainsi, après Sillaos, la Plaine des Palmistes et Mafat auront aussi un lieu d'accueil pour les jeunes adolescents. Environnement à présent, le mois d'octobre était le mois de la 10e édition des Week-ends Nature organisés par le Conseil Général sur plus de 250 sites à La Réunion. L'objectif de ces animations visait à sensibiliser au respect de la nature. L'année dernière, plus de 3300 visiteurs, un chiffre encore méconnu pour cette édition 2014, mais déjà après 10 jours, cette édition battait un record d'affluence et d'intérêt avec notamment 2600 inscriptions. On écoute Monsieur Nativel au micro de Jacques Marin. Dès aujourd'hui, on a fait un petit bilan de cette première semaine. On a eu plus de 2600 réservations déjà faites, dont 250 pour des personnes à mobilité réduite. Ce sont toutes les animations, tous les guidages et toutes les animations sont gratuites. C'est sensibiliser la population à ce trésor qui est le nôtre, notre forêt, nos espaces naturels sensibles, pour qu'on puisse le garder dans l'état où il est actuellement, pour que demain, nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants puissent en bénéficier et peut-être faire bénéficier nos voisins de l'océan Indien, voire du monde entier. Nos animations partent du battant des lames et au sommet des montagnes. Et en fonction de nos gestionnaires des sites, ils proposeront par exemple sur la réserve marine, sur la côte, la visite aux personnes à mobilité réduite, dans les kayaks à fond de verre, le parcours sous-marin, qui pourront eux aussi pouvoir bénéficier et découvrir. Dans la zone océan Indien à présent, Madagascar veut booster le tourisme sud-africain. En effet, en raison des prix de l'aérien trop élevés sur les liaisons, moins de 2% des touristes en visite à Madagascar viennent d'Afrique du Sud. Ainsi, afin de redynamiser la destination, le ministre du Tourisme malgache entend lancer d'ici l'année prochaine 2 actions. Le birdwatching tout d'abord, qui vise à attirer les touristes vers la faune et la flore malgache, et le package deal, qui quant à lui comprend notamment les transports de l'aérien et l'hébergement en lodge. Madagascar toujours, le navire Africa Mercy a été reçu il y a quelques jours par le président Eri Rajaonarimampianina, qui était en effet accompagné du Premier ministre Roger Colo pour accueillir le navire pour la santé. Des actes de chirurgie mais aussi les soins dentaires, près de 450 personnes issues de 40 pays ont ainsi lancé cette mission humanitaire et sanitaire qui s'achèvera en juin 2015. Pour rappel, à Madagascar, du 2 au 20 novembre prochain, l'Association des médecins de l'océan Indien se rendra dans la Grande Île et vise à rencontrer 8000 patients. Cette action est financée par le Conseil Général de La Réunion. Aux Seychelles, le Festival Créole, plus grand événement culturel de l'archipel, s'achève demain après une semaine de festivités. Concerts, danses, dégustations, tout pour mettre en valeur les coutumes et les traditions séchelloises. Ce Festival Créole a vu s'organiser plusieurs manifestations en effet, telles que l'inauguration du Wall of Fame qui dévoilait les artistes séchellois. Voilà qui referme cette édition consacrée aux informations à La Réunion et dans la zone océan Indien. Je vous remercie de l'avoir suivi sur Télécréole et sur Créole FM. Et je vous le rappelle, vos images font aussi l'actualité. Envoyez-les nous. Bonne suite de programme à tous. Je vous laisse aujourd'hui découvrir Maya Kamati. Elle est l'invitée de votre rendez-vous de la soirée, Reste pas dans le fait noir, à l'occasion de la sortie de son premier opus. Quand la morale s'indigne, que nos prénoms s'épellent,
me signe. Et puis Des moments intenses, des dials très chauds, envoie chaude au 61 62 et contacte les femmes les plus sexy du réseau. Elles assouviront tes fantasmes les plus torrides. Chaude au 61 62, rejoins-les vite. Bienvenue dans le grand casino virtuel de Télécréole. Entrez vite vous asseoir à la table du blackjack